Bonjour à tous, chers parents, futurs parents et grands-parents, chers amis du Sénégal, chers amis d'ailleurs. Bienvenue dans ce 5e numéro de l'éducation selon Mariem et Aïda, enregistré à Dakar depuis le groupe scolaire du même nom, le groupe scolaire Mariem et Aïda. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, quel est le thème d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un thème qui nous tient tous à cœur, c'est-à-dire comment éloigner les enfants des écrans. Pourquoi ce thème? Eh bien, parce que comme je l'ai dit, c'est une question qui nous tarabuste un peu tous en tant que parents, en tant que personnes évoluant autour d'enfants. On remarque bien sûr que tous les enfants ont accès à des écrans de plus en plus tôt et qu'ils sont très fascinés par ces écrans. Et évidemment, on en voit aussi les conséquences et on se demande donc tous comment faire pour les en éloigner, en tout cas en douceur. Alors, Mariam, on va peut-être commencer par définir les écrans, parce qu'effectivement, nous avons une grande variété et beaucoup de types d'écrans peut-être. Qu'est-ce que tu appelles les écrans exactement? Bon, ce qu'on appelle habituellement les écrans, ce sont en fait, bon, déjà l'écran en lui-même, qu'il soit petit ou grand, c'est la tablette, c'est le téléphone portable, c'est l'écran de télévision. Et évidemment, c'est ce qui défile dans ces écrans, c'est lorsque l'enfant va avoir accès à des émissions, à toutes sortes de contenus en fait qui est en flux tendu, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas arrêté, tant qu'on ne l'a pas éteint. C'est véritablement ça qui définit l'écran. Par exemple, le cinéma pourrait ne pas figurer réellement dans cette définition, étant donné que quand on va amener un enfant au cinéma, il y a 1 heure de démarrage de la séance et 1 heure de fin de la séance. Donc là, l'enfant, ni l'enfant ni l'adulte ne peuvent avoir une action sur ce qui va se dérouler sur l'écran. Donc je dirais que vraiment l'écran, c'est l'écran en flux tendu. C'est-à-dire que le contenu est toujours disponible. Alors, cela étant dit, évidemment, on entend tout et rien sur les écrans. Évidemment, ce que j'appellerais, si tu veux, les idées reçues. Quelles sont exactement toutes ces idées reçues, tout ce qu'on entend sur les écrans? Évidemment, qui dit idées reçues dit qu'il y a du vrai, il y a du faux. Quelles sont ces idées reçues? Alors, c'est vrai, il y a de nombreuses idées reçues. Beaucoup de parents font des erreurs aussi parce qu'ils sont intimement convaincus justement de la véracité de ces idées reçues. Par exemple, beaucoup de parents pensent que les enfants peuvent regarder sans aucune limite de temps, vraiment, tous les contenus éducatifs que peuvent proposer les écrans. Donc, par exemple, lorsqu'ils vont regarder une émission sur YouTube, pour ne pas le citer, qui va apprendre aux enfants les lettres de l'alphabet, les parents vont avoir tendance à penser que c'est très bien et que l'enfant pourrait regarder ça en boucle et ensuite enchaîner sur une émission suivante qui va être une chanson sur les chiffres de l'alphabet, sur les chiffres, ou encore enchaîner sur une autre émission qui va être sur les animaux de la savane. Absolument. Voilà, et donc là, on a vraiment l'impression que c'est génial, que les enfants sont en train d'apprendre des choses à travers l'écran, et beaucoup de parents pensent que donc dans ces conditions, eh bien c'est bien que l'enfant ait l'écran, même si c'est de 8 heures du matin à 20 heures le soir. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, je te dirais, avec les dessins animés. On a parfois des parents qui mettent la télévision, mettent l'enfant devant les dessins animés, et il n'en finit pas. Il va s'enchaîner tout ce qui passe comme dessin animé. Exactement. Mm. Et la deuxième idée reçue, c'est de penser que les écrans vont développer le langage de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui va regarder très souvent des dessins animés où on parle beaucoup, où enfin, on décrit des situations très variées de la vie quotidienne, cela va contribuer à construire le vocabulaire de l'enfant. Et donc, ça, c'est effectivement une véritable idée reçue. Et Alors, enfin, vas-y, je la, t'en prie. la troisième idée reçue, c'est de penser qu'il y a des applications. Donc là, c'est pas forcément des émissions à la télévision ou des vidéos, mais plutôt des applications sur les téléphones portables qui sont des applications éducatives. Et donc, par exemple, je donne un exemple, il y a des applications qui vont apprendre aux enfants à colorier, donc colorier sans dépasser, ou encore des applications de puzzle, donc où là on va un peu travailler la logique de l'enfant, ou encore des applications qui apprennent à reconnaître les formes, etc., etc. Et là,
les parents vont avoir l'impression que ces applications sont absolument fabuleuses parce qu'ils peuvent même constater la dextérité de leur enfant face à l'application et se dire que c'est forcément très très bien pour leur développement. Et il y a également les jeux qui sont sur les téléphones. Absolument, il y a aussi les jeux et des jeux qui aussi ont des allures de jeux Mhm. éducatifs et qui vont aussi donner l'impression que ce sont de bonnes activités en fait pour le développement de l'enfant. Donc une autre idée reçue, c'est de penser que grâce aux écrans, les enfants peuvent apprendre une langue étrangère. Et ça, c'est souvent le cas de beaucoup de parents. Je pense que quand on a parlé de retard de langage, on a un peu effleuré ce Tout sujet, à fait. que souvent les parents vont être émerveillés par le fait que leurs enfants ne vont plus dire bonjour, mais hello, parce qu'ils ont regardé beaucoup de dessins animés en anglais. Et donc, ils vont avoir l'impression qu'en fait, l'enfant est en train de parler anglais, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et la dernière idée reçue que j'ai notée, il y en a d'autres, mais je pense qu'on s'est vraiment arrêté sur celles qui sont les plus répandues. La dernière, c'est qu'il y a des parents qui, en revanche, sont très très conscients du fait que les écrans, c'est vraiment pas l'idéal pour les enfants et qui décident de tout simplement les éliminer totalement de la vie de l'enfant en pensant que c'est la seule et unique manière de lutter contre la surexposition. Alors, évidemment, comme je le disais en te posant ma question, ces idées reçues, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du totalement négatif. Donc, ma question serait, Mariem, comment réguler le temps d'écran? Parce que si je t'entends bien, les enfants regardent des applications éducatives, regardent des émissions éducatives, mais on a tendance à penser que puisque c'est éducatif, c'est très bien. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour réguler le temps d'écran de nos enfants? En fait, d'abord, il faut penser à l'âge des enfants parce que on ne va pas exposer les enfants aux écrans, on ne va pas leur proposer des écrans de la même manière qu'ils aient 3 ans ou 15 ans. Donc, Alors, si tu veux, tu peux inverser les choses. J'allais te mhm, demander à quel âge un enfant peut-il utiliser un écran mhm. et voilà, à quel âge on commence, quel est le meilleur moment pour commencer, etc. Si tu veux, tu commences par cette question-là. Alors, voilà, bon, le meilleur moment, euh, visiblement, quand on regarde les études qui ont été faites, le plus tard possible dans la petite enfance d'un enfant, c'est le mieux, hein. Donc, si on peut commencer les écrans uniquement à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que l'enfant ne soit pas exposé de façon directe. Parce que, évidemment, un enfant peut évoluer dans une pièce où la télévision est allumée et les gens de la famille, voilà, les membres de la famille regardent la télévision, mais la télé n'a pas été allumée pour l'enfant. Donc là, c'est assez différent. Mais à quel âge? À partir de 3 ans, on peut vraiment envisager de mettre entre les mains d'un enfant un écran. Voilà. Ça, ce serait vraiment la meilleure façon de faire, en tout cas, et d'introduire les écrans. Mais alors, à partir de là, euh, est-il important d'adapter le type d'écran à Mm. l'âge de l'enfant? Oui. Là, c'est très important parce que plus l'écran est petit, en fait, et plus l'addiction sera grande. Parce que quand l'écran tient dans la main de l'enfant, eh bien, l'enfant va avoir une grande fascination pour ce tout petit écran sur lequel, en plus, il a une, une action. Voilà, il peut cliquer, il peut arrêter, il peut passer à une autre image, il peut passer à une autre vidéo. Et c'est ça qui va induire cette addiction. Donc, il vaut mieux quand on commence déjà à montrer des émissions à la télévision ou sur un écran à un enfant, que ce soit sur un grand écran, un écran qui est partagé avec le reste de la famille, et que ce soit des moments où on va commenter avec l'enfant ce qui est visible sur l'écran, et donc que ce ne soit évidemment pas une exposition à l'écran où l'enfant est tout seul. Voilà, ça c'est très important. Et la taille de l'écran, voilà, va être de plus en plus petite probablement quand l'enfant va grandir et va avoir suffisamment d'outils psychologiques pour pouvoir choisir lui-même ses émissions en fonction de ses goûts et en fonction de ce qui est bien pour lui et en fonction aussi des interdits. Alors moi, je suis toujours, enfin, ça ne me fascine pas. Peut-être que je suis un peu spéciale, mais quand les enfants, les tout petits enfants, 3 ans,
à 3 ans, je les vois, qui savent complètement manipuler un téléphone. Arrêter YouTube, remettre l'émission, l'avancer, choisir, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est bien ça? Bah, c'est la preuve que l'enfant a eu un écran très tôt dans sa vie. Donc ça veut dire que si à 2 ans déjà l'enfant jouait déjà avec le téléphone de ses parents, bon les enfants sont intelligents, je veux dire même à 1 an, si à 12 mois, déjà aujourd'hui on voit des enfants de 6 mois avec des téléphones portables, c'est-à-dire dès qu'ils savent s'asseoir, les parents ont tendance à laisser presque le téléphone, voilà, au début il va mettre ça dans sa bouche parce que l'enfant goûte à tout à cet âge-là, et puis à un moment donné il va bien comprendre que de ce téléphone viennent des images, viennent des sons, et de plus en plus, il va aller essayer de le manipuler dans tous les sens et il va comprendre comment ça fonctionne et il va comprendre évidemment beaucoup plus rapidement qu'un adulte, je ne sais pas, de 30 ans qui vient d'avoir entre les mains un smartphone parce que les enfants sont ainsi faits, ils vont très vite, ils comprennent très rapidement et c'est pour ça. Donc effectivement, quand on voit ce genre de comportement, on peut tout de suite se dire peut-être que l'enfant a été exposé trop rapidement aux écrans, mais aussi il faut savoir que les enfants apprennent vite et qu'un enfant de 3 ans à qui on a montré comment faire pour arrêter une vidéo ou passer à une autre vidéo, ou qui a juste essayé avec son pouce, hein, qui y arrive, il retient l'action et en fait il va facilement la répéter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ne pas laisser les enfants seuls avec les téléphones. Voilà. Alors, cela étant dit, on a donc tous compris que l'écran est complètement incontournable, ça fait partie de nos vies, on n'y peut rien, les téléphones font partie de nos vies, la télévision est à la maison, les écrans d'ordinateur, hein, à travers Mhm. lesquels on peut aussi voir des émissions ou manipuler des applications, etc. Comment limiter ce temps d'écran? Comment expliquer à nos enfants qu'il faut s'arrêter? Comment expliquer à nos enfants tu regardes ça et tu t'en arrêtes là? Alors, d'abord, il faut avoir des habitudes saines dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'une habitude saine? C'est déjà que lorsque donc, un enfant de 3 ans commence à regarder des écrans, la première précaution, c'est comme je l'ai dit, de regarder avec l'enfant. Et quand on a fini de regarder, on s'arrête. C'est déjà d'apprendre à l'enfant à ce moment-là à avoir les bonnes pratiques, les bonnes attitudes face à l'écran, à savoir qu'on choisit une émission et quand elle se termine, on éteint l'écran. C'est fini. Voilà. Alors que dans la plupart des familles, aujourd'hui, la télé est juste allumée, en fait. Et donc, on est dans une consommation en flux tendu de la télévision, des contenus. Par exemple, lorsqu'on a des applications de vidéos, donc où on peut regarder des séries, etc., eh bien, l'application, en général, quand on regarde un épisode, est paramétrée pour que l'épisode suivant démarre tout de suite après. Mhm. Alors que ce genre de paramétrage, on peut l'enlever d'ailleurs. Souvent, les parents ne le savent pas pour que l'enfant soit régulé. C'est-à-dire qu'il sait, par exemple, qu'il peut regarder un épisode. Et il faut donc parler à l'enfant en termes d'épisodes d'ailleurs, et pas forcément en termes de temps, parce que dire à un enfant, tu as 20 minutes pour regarder, ben, ça ne va pas correspondre à quelque chose selon l'âge de l'enfant. Donc, il vaut mieux lui dire, tu peux regarder un épisode, ou tu peux en regarder deux, ou tu peux en regarder trois. Donc, en fonction de, parce que les épisodes n'ont pas forcément le même temps. Donc déjà ça, c'est une première chose, en fait, on va dire une première précaution à prendre avec les enfants. Ensuite, il faut, plus l'enfant est grand, et plus on va poser des limites à l'enfant, parce qu'on va pas forcément être, avec un enfant de 12 ans, on va pas forcément regarder l'écran avec lui, mais là, on va poser des limites qui peuvent même être techniques, parce que sur les téléphones portables des enfants, on ne le sait peut-être pas trop, tout le monde ne le sait pas forcément, on peut limiter le temps d'écran, on peut limiter le temps de connexion sur Internet. Il y a des applications qui sont destinés aux parents, qui peuvent couper Internet à un certain moment, et qui peuvent arrêter l'appareil à un certain moment parce que l'enfant est resté trop longtemps sur l'écran. Donc, il faut faire ce genre de choses, il faut se renseigner. Quand on est parent, il faut être responsable. Il ne faut pas accepter que l'enfant en sache plus sur la technologie que nous. Donc, il faut, ce qui est souvent le cas, donc il faut se mettre à la page, il faut aller se faire aider par des personnes qui s'y connaissent bien et reprendre le contrôle. Parce que sinon, on n'a plus de contrôle sur ce que fait l'enfant, et alors que normalement, un enfant, il a besoin encore d'être guidé. Et il faut savoir que laisser un téléphone entre les mains d'un enfant, c'est presque comme laisser la porte de la maison ouverte, parce que tout peut entrer, n'importe qui peut entrer. Par le téléphone, les enfants ont accès à des sites de chat, vont donner des informations très personnelles, ne sauront pas se méfier des prédateurs,
des gens leur donneront des rendez-vous quelque part, ils vont s'y rendre. Et même Et le contenu pornographique aussi et il y a des est contenus présent. exactement qu'ils ne doivent absolument pas voir et ils vont y avoir accès. Et il ne faut pas négliger de mettre un contrôle parental parce que le contrôle parental est très avancé aussi, hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mots-clés carrément que les enfants ne peuvent pas taper. Et donc, s'ils les tapent, tout de suite, le contrôle parental va mettre un C'est ça. X et en fait, on va pas, l'enfant ne va pas pouvoir lancer cette recherche sur le moteur de recherche. Et là, on met la liste de mots-clés qu'on veut. Et aussi, il faut savoir que on peut même recevoir une alerte sur son téléphone en tant que parent pour dire attention, l'enfant vient de faire telle recherche. Et ne pas négliger d'aller dans l'historique pour voir ce que l'enfant a éventuellement Exactement. regardé, pour Exactement. pouvoir Il ne faut... mieux, en fait, Exactement. avoir ce contrôle parental. Alors, Mariam, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Ça, c'est vraiment une question qui me taraude, c'est la télévision. Quand on a plusieurs enfants et que l'écran est là, et que les enfants vont regarder peut-être des programmes différents chacun, pendant que la plus grande regarde son émission, que font les plus petits? On les laisse devant la télévision. Quand les parents aussi veulent regarder, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Eh bien, bon, s'il y a la place dans la maison et que chacun a son endroit, son espace, les enfants peuvent tout à fait aller jouer ailleurs pendant que l'un ou l'autre regarde son émission. Voilà, il n'est pas obligatoire que les enfants soient dans le salon, en fait, si la télé est dans le salon. Il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur de mettre une télé dans la chambre des enfants. Parce que ça, c'est ce que font certains parents. Ils vont se dire, bon, la question que tu viens de poser, la meilleure façon d'y remédier, ce serait d'avoir une télé dans la chambre des parents, une télé dans la chambre des enfants, une télé dans la cuisine, une télé dans le salon. Et puis voilà, comme ça, chacun consomme son écran. Et ça, c'est pas possible. L'écran de télévision, ça devrait être un unique écran dans la maison. Il y a déjà une multiplicité de petits écrans. Donc, on ne va pas rajouter des grands écrans à n'en plus finir. Et à ce moment-là, chacun respecte le temps de télé de tout le monde. Et on va essayer de le limiter et de se dire, on va choisir des programmes familiaux que tout le monde peut regarder, qui intéressent tout le monde. Et on va se dire maintenant, chacun d'entre nous a 20 minutes, surtout les enfants, pour regarder quelque chose qui lui est propre. En dehors de ces 20 minutes, eh bien, les enfants vont faire autre chose, vont jouer à des jeux de société, pourquoi pas, vont faire des loisirs créatifs ou alors faire des corvées dans la maison, parce que ce n'est pas parce que, par exemple, on a une domestique dans une maison que les enfants ne devraient pas avoir des tâches ménagères. Mais ça, on en reparlera une autre fois dans une autre émission. Mais il ne faut pas non plus penser que les loisirs des enfants, ça ne peut passer que par les écrans. Il faut vraiment aussi introduire vraiment dans l'esprit des enfants qu'ils peuvent s'amuser tout à fait autrement, sans le truchement d'un écran. Ça, c'est très important. Alors, Mariam, je sais que la lecture te tient beaucoup à cœur, tu aimes beaucoup lire, tu aimes que les enfants lisent, etc. Nous aimons ça toutes les deux d'ailleurs. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu penses des liseuses, des Wattpad qu'utilisent beaucoup les ados et les liseuses qu'utilisent aussi même les adultes. Est-ce une bonne façon de lire et peut-être de remplacer le livre? Bon, moi, à titre personnel, je lis sur une liseuse pour des raisons presque médicales parce que avec la presbytie, je ne peux, enfin, c'est difficile de lire dans certains livres parce que les caractères sont trop petits. La liseuse, c'est très bien, même pour les adolescents, parce que en fait, il n'y a pas de possibilité de faire autre chose que lire sur une liseuse. Donc là, forcément, c'est plutôt bien. C'est comme si on avait un livre entre les mains. Je dirais même, c'est comme si on avait une bibliothèque entre les mains parce qu'on a accès à plusieurs, on peut télécharger des dizaines, Tout à fait. voilà, et des dizaines de livres. Selon la mémoire, ça peut contenir vraiment beaucoup de livres et donc ça permet aussi d'aller de livre en livre, d'en lire plusieurs en même temps, de même parfois chercher des mots dans le dictionnaire qu'on n'a pas C'est vrai. compris, ce qui est vraiment intéressant aussi pour les adolescents parce que ça peut être rébarbatif de lire un livre où on ne comprend pas la moitié des mots. Et là, la liseuse va permettre de régler et résoudre tous ces problèmes. Et puis, c'est aussi un petit peu plus, comment dire, attirant pour eux parce que ça reste un écran. Donc, C'est ça. forcément, ça va être un peu plus attirant que le bon vieux livre poussiéreux. Donc, mais en revanche, lire sur son téléphone portable, là, j'ai beaucoup plus de mal avec cette notion parce que déjà, l'écran est plus petit. Donc, c'est pour moi un peu moins confortable, mais peut-être que c'est ma presbytie qui parle. Mais, mais je pense aussi que c'est l'autre problème et que pendant qu'on est en train de lire, on continue de recevoir des notifications des différentes applications qu'on utilise, C'est ça. donc des notifications des réseaux sociaux,
de ceci, de cela. On a tendance à cliquer à droite, à gauche, et ce n'est plus de la lecture en fait. Ça devient vraiment, voilà, ça devient du surf. On surfe sur Internet, on lit 2 lignes et puis après on surfe. Donc bon, après on peut très bien avoir la discipline d'arrêter ses notifications, de se mettre en mode avion et de lire. Donc si c'est pour faire ça, pourquoi pas. Mais c'est rare, hein. C'est franchement rare d'avoir des enfants qui vont se mettre en mode avion pour lire. Maintenant, sur l'application que tu as citée ou toute autre application qui propose de la lecture aux enfants, là, c'est bien d'avoir ce type d'application parce que ce sont des applications où déjà les enfants peuvent écrire. Ça, il faut le dire parce que c'est vrai que moi, j'ai été l'une des premières à critiquer ce type d'application. Après, j'ai révisé mon opinion en me disant que c'est vrai que en voyant ma propre fille les utiliser, elle écrit aussi, elle propose ce qu'elle écrit à un public qui peut réagir, qui peut donner son opinion. Mais attention, c'est pas de la grande littérature qu'on va forcément y trouver. Mais la lecture reste la lecture. Ça reste intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, d'aller regarder ce qu'écrivent les autres. Ça reste intéressant de lire tout simplement. Et puis ça donne envie d'aller chercher aussi d'autres sources. Et puis ça donne aussi un certain... ça permet, on va dire, à l'enfant d'affiner ses goûts. Voilà, et de se Ça dire permet de ça comparer, j'aime ça pas, permet voilà, de comparer, ça j'aime pas, ça j'aime beaucoup, ça j'aime le sujet mais c'est mal c'est ça, écrit. exactement. Voilà, exactement. Donc c'est évidemment, effectivement, quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de livres où il y a énormément de fautes d'orthographe. C'est pas des livres qui ont été édités, donc forcément il n'y a pas eu l'étape correction, Ça n'a pas l'étape été mise en filtré, page, donc l'étape ceci cela. Donc c'était vraiment fait artisanalement pour beaucoup d'entre eux. Mais certaines perles ont été trouvées dans cette littérature aussi. pour le coup, Mariam, je me dis que en fonction de l'âge de l'enfant, j'imagine que le temps qu'il pourrait consacrer à l'écran serait différent, que le temps que les parents permettraient à l'enfant de passer sur un écran serait différent. Donc, quel temps d'écran préconiserais-tu en fonction de l'âge de l'enfant? Alors, je dirais qu'avant 6 ans, pas plus de 30 minutes par jour. Entre 6 et 12 ans, on peut monter à 1 heure maximum. On est vraiment dans des temps maximum par jour. Et en fait, étant donné les emplois du temps surchargés des enfants aujourd'hui, je ne sais même pas où trouver cette heure. Voilà, ça je pense que c'est déjà important de le dire, mais mettons que les enfants soient en vacances. On va partir du principe que c'est des enfants en vacances, pas plus d'1 heure. J'ai dit jusqu'à 12 ans. À partir de 12 ans, il y a une sorte d'autorégulation de l'enfant. Il vaut mieux qu'à ce moment-là que l'enfant s'autorégule. Et S'il n'y arrive pas, s'il n'y arrive pas, toujours maximum 2 heures par jour. Sachant que dans ces 2 heures, il serait préférable quand même qu'au moins 1 heure soit du temps d'écran familial. C'est-à-dire on a regardé le journal télévisé ensemble, un film, quelque chose comme ça, mais voilà. Mais ça reste vraiment massif, hein. Donc en année scolaire, on va essayer d'être sur la demi-heure pour tout le monde parce que il faut savoir qu'il y a très peu de moments dans la journée pendant l'année scolaire où vraiment l'enfant peut regarder la télé. Déjà, il vaut mieux être sur 0 écran avant d'aller à l'école parce que ça grignote beaucoup la capacité de concentration des enfants, ça déstabilise énormément. Donc avant l'école, pas d'écran, donc pas de petit déjeuner devant la télé, donc voilà, ni de trajet de la maison à l'école avec le téléphone de papa-maman entre les mains, ça c'est pas possible. Sinon, après l'école, maintenant, ça dépend de l'heure à laquelle l'enfant entre. Peut-être après, entre la douche et le dîner, on peut placer la petite demi-heure, mais 1 heure avant d'aller dormir, plus d'écran. Il faut pour sauvegarder un petit peu le sommeil des enfants pour qu'ils aient un sommeil de qualité. Faut l'éviter. alors j'espère que tu sais que là, il y a des parents qui vont être fâchés avec toi parce que tu es très dur. 1 heure, une demi-heure, 2 heures, c'est pas ce qui doit se passer en réalité, Non, puisque les écrans permettent un peu aux parents d'occuper l'enfant pendant que les d'avoir parents une paix sont royale. occupés à autre chose et ont une paix royale, comme tu dis si Mhm. bien. Et donc, ça va être quelque chose d'un peu difficile à faire, mais qu'il faut faire pour le bien des enfants. Il faut jamais oublier que tout ceci est pour le bien des enfants. Et même si ils ne sont pas contents, lorsqu'on les habitue à ne pas avoir l'écran tout le temps, ils finissent un peu par oublier ou par, comme tu dis, s'autoréguler. Et je sais que on a eu, nous, quelques petites victoires comme ça, sinon de très grandes, avec des parents qui nous ont dit à l'école, lorsqu'ils sont venus pour les rencontres parents-professeurs, qu'ils étaient très contents
qu'ils donnent le téléphone à leur enfant et qu'ils leur disent qu'ils préfèrent un livre. Oui, c'est vrai. En fait, c'est le pouvoir aussi des livres jeunesse qui sont de très beaux livres, qui sont des livres avec beaucoup d'images. Et les écrans proposent des images aussi. Donc, en fait, finalement, il y a une bonne concurrence entre le livre et l'écran, surtout quand les parents, parce que dans le cadre de notre école, c'est vrai que nous encourageons les parents à lire pour les enfants. Et cette lecture théâtralisée va beaucoup séduire les enfants parce que ça leur apporte plusieurs choses que l'écran n'apporte pas. La première chose, c'est le temps passé avec le parent. La deuxième, c'est que ils ont accès à des explications sur des choses qu'ils n'ont pas pu comprendre et que quand ils sont seuls face à l'écran, eh bien, ils ne vont pas avoir des explications. Et puis, c'est la troisième chose, c'est évidemment la découverte de nouvelles histoires, de belles images qui peuvent être commentées différemment, en plus en fonction de la personne qui lit et en fonction du moment où on lit. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien d'essayer de trouver aussi des activités de remplacement. Alors pour terminer, Mariem, tu en as un peu parlé tout à l'heure en parlant de l'heure du coucher. On ne peut pas faire une émission sur les écrans, surtout le téléphone, la tablette, etc., sans parler de la fameuse lumière bleue dont tout le monde parle. Est-ce pour ça que tu préconises de ne pas laisser l'enfant avec un écran avant d'aller au lit? Oui, en fait, c'est vrai, c'est la lumière bleue, cette lumière bleue sur laquelle il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais beaucoup d'autres qui devraient être effectivement faites aussi. Donc, on accuse de perturber notre sommeil, notre vision. Évidemment, il faut éviter aux enfants, enfin, il faut éviter d'exposer les enfants à cette lumière bleue, même si il y a des applications qui prétendent être des filtres anti-lumière bleue, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains fabricants de téléphones également disent avoir intégré un filtre anti-lumière bleue, mais ça reste vraiment encore à prouver. Donc là, ce n'est pas vraiment au moment d'aller dormir, je dirais après 18 heures, on va essayer de bannir les écrans, surtout les petits écrans de la vie de l'enfant, parce que les petits écrans vont être beaucoup plus proches de ses yeux. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose, Aïda. C'est parce qu'on a démarré cette émission en parlant des idées reçues. Et c'est vrai que peut-être on les a pas forcément tout à fait toutes déconstruites. Et si je peux revenir sur ce qu'on a dit sur les contenus éducatifs et du fait qu'on peut vraiment regarder en flux tendu des contenus éducatifs, il faut que je nuance un petit peu mes propos parce que je n'ai rien contre les contenus éducatifs, voilà, parce que sinon on va peut-être penser que je critique des contenus éducatifs qui sont sous forme d'applications ou qui sont sous forme de vidéos. Moi, je trouve que c'est très très bien. C'est encore une fois, il faut que deux conditions soient réunies. La première, que l'enfant soit pas tout seul devant, et la deuxième, que l'enfant ne soit pas trop longtemps devant. Donc, en restant dans les normes de temps que j'ai pu Et que ça évoquer corresponde à son âge avant. également. Et Hein, il faut évidemment, bien vérifier. sûr que ça corresponde Bien à sûr. son âge. Et puis aussi sur les parents qui ont tendance à se dire un peu radicalement, bah, on va les éliminer, hein, au lieu d'être là, à essayer de comprendre à quelle heure et comment, etc. Eh bien, juste de se dire que non, en fait, on ne peut pas faire ça parce que si on le fait, on va créer de la frustration en fait chez l'enfant qui fréquente d'autres enfants qui eux regardent des écrans, évoquent des choses qu'ils Et ça voient. fera même une fracture presque numérique. Hein. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Donc en fait, on est un peu, on est obligé Oui, de donner accès absolument. aux écrans à nos enfants, hein, mais évidemment pas obligé avant 3 ans, mais on est obligé à un moment donné de leur donner accès, mais il faut le faire avec en respectant les règles que nous avons pu énoncer ici et savoir vraiment accompagner l'enfant. Et l'accompagnement, c'est vraiment la présence à côté de l'enfant jusqu'à au moins ses 10, 11 ans en fait, pour vraiment une surveillance de près, sans compter toutes les mesures techniques qu'on a pu donner avant, mais une vraie surveillance, c'est-à-dire montrer même à l'enfant, je m'intéresse à ce que tu regardes, je m'intéresse à ce que tu fais. Et si l'enfant, par exemple, a des jeux vidéo, eh bien, jouer avec l'enfant à ces jeux vidéo, prendre une manette et jouer pour comprendre, pour découvrir l'univers et puis se faire une vraie idée sur les jeux, parce que je pense qu'il y a des parents qui ont
dû éliminer des jeux après y avoir joué avec leurs enfants en se rendant compte que le jeu était outrancièrement Ah violent, oui. voilà, ou alors avec Gore, hein, avec du exactement sang, avec des des choses. effusions de sang, avec une violence qui était vraiment Mhm. pas possible et pas contenue et Tout à pas fait. mesurée. Et je pense que voilà, il y a des et sinon on se retrouve à être juste un porte-monnaie. Papa, maman, achète-moi ci, achète-moi ça, et puis on achète aveuglément euh, tant qu'on Pour en avoir a la les paix. moyens, et on ne sait pas, voilà, et on ne sait pas ce qu'on a acheté, et on ne sait pas qu'on vient d'exposer notre enfant à quelque chose de grave, de dangereux pour lui, pour son développement et même pour sa sociabilisation. Voilà. Merci beaucoup, Mariam, pour ces éclairages. C'est toujours très édifiant de s'entretenir avec toi. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette émission de l'éducation selon Mariam et Aïda, sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activités culturelles. À bientôt. Merci Aïda, et n'oubliez pas de liker et de commenter.